groupement Plasturge automobile, mais c'est aussi un organisme de formation et de conseil. Donc, on accompagne autant les industriels et les collaborateurs vers la consolidation et la capitalisation de leurs performances. Donc, en tant qu'organisme de formation, on est agréé et certifié CALEPI et nous sommes en mesure de délivrer des formations multimodales. Donc, quand je dis multimodales, on est autant sur des formations en inter, en intra. Donc, c'est-à-dire qu'on peut autant réaliser au sein, in situ sur vos sites, qu'on peut faire en collectif, de manière présentielle ou en distanciel. Et également, on peut le faire à la carte en fonction de ce que vous avez besoin sur des thématiques bien particulières ou sur des sujets ou pour communiquer ou sensibiliser vos équipes sur telle ou telle nouvelle exigence ou réglementation qui peuvent varier ou autre, hein, ou pour du onboarding, etc. On a également du e-learning, donc on fait aussi du e-learning pour vulgariser certaines notions qui arrivent, déjà pour avoir une première couche de compréhension sur un sujet, type par exemple nouveau règlement machine qui va arriver en 2027, qu'est-ce que ça change, voilà, avoir déjà les idées claires sur un premier vernis pour ensuite basculer sur une autre type de formation, par exemple, que ce soit en présentiel, en collectif ou en distanciel. On a également la possibilité de pouvoir faire à façon, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez peut-être besoin de combiner du présentiel, du distanciel et ou du e-learning, un package un peu de toutes ces modalités, on est capable aussi de pouvoir y répondre. Donc ça, c'est pour le volet formation. On a aussi le volet prestation. Donc, on couvre l'ensemble des domaines de QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité et environnement. Et également, dans l'environnement, on considère également aussi l'énergie. Le but, ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment de répondre à toutes les exigences de mise à niveau de l'industrie automobile par rapport à toute la réglementation qui n'arrête pas d'évoluer. Vous l'avez vu, vous le subissez, vous le voyez. Donc, nous, ce qu'on veut, on part, c'est autant d'une prestation qui peut être du diagnostic simplement, faire un état, que ce soit d'un système, d'un processus ou d'une question réglementaire ou de conformité, en passant par des audits. Donc, on peut faire vraiment un panel large d'audits, que ce soit de l'audit interne pour pallier aussi à des absences ou des manques d'auditeurs internes, ou simplement pour avoir un regard, pour préparer un audit externe, par exemple. Ça peut être aussi un audit à blanc, où on fait des audits pour vous préparer vers une certification. Ça passe également par des accompagnements, donc c'est-à-dire qu'on est en mesure également de structurer un accompagnement plus ou moins long en fonction de l'état de maturité de votre système et aussi des connaissances de votre organisation pour construire ensemble toute une démarche de mise en œuvre d'une démarche de certification ou pas, ou d'organisation par rapport à votre système. On est également, alors là, ça c'est aussi une pièce essentielle dans notre équipe, c'est l'optimisation de système. C'est-à-dire qu'on est aussi en mesure de pouvoir donner un regard et même valoriser et consolider un système pour pouvoir l'optimiser, c'est-à-dire le rationaliser dans son fonctionnement, que ce soit au niveau des indicateurs, que ce soit aussi au niveau des objectifs. Comment faire en sorte que l'organisation que vous avez en interne soit fluide, beaucoup plus fluide, et évite les va-et-vient, les retours ou les manques de compréhension. Donc, l'optimisation de système ou de processus, c'est aussi une des prestations qu'on peut délivrer. Ce que je peux dire avant de laisser la parole à Amaury concernant cette nouvelle évolution de la 14001, ce qu'on peut dire, c'est que nous, notre ADN, elle s'est basée vraiment sur 4 piliers essentiels. C'est qu'on a une expertise depuis plus de 25 ans par rapport au monde industriel et on est vraiment ancré terrain. Pour ceux qui nous connaissent, vous nous voyez régulièrement, on est vraiment au fait de ce qui existe au niveau de la réglementation, mais aussi comment elle se transpose concrètement sur le terrain. On travaille en étroite collaboration avec tous les industriels, peu importe leur taille, que ce soit du rang 1 ou que ce soit des sous-traitants ou des petites et moyennes PME. Nous, ce qu'on aligne, c'est vraiment ce qu'on vise, c'est cette fameuse conformité avec le poids réglementaire, légal, réglementaire et normatif qui ne fait qu'accroître. Nous, on est vraiment là pour vulgariser, transcrire et mettre en opérationnel des exigences qui parfois peuvent être un peu confuses ou voire compliquées à mettre en œuvre.
Et donc, c'est notre force, c'est ce côté pragmatique des métiers. C'est qu'on a la connaissance de vos métiers sur l'ensemble du spectre, en passant de la partie RH, indus, jusqu'à la logistique, opérationnelle, stratégique. On a vraiment cette vision complète de l'entreprise et des industriels. Donc, j'en reviendrai à la fin de ce petit webinaire pour vous rappeler un peu précisément le panel de tout ce qu'on peut vous proposer. En attendant, je vous laisse là avec Amaury pour vous présenter la partie sur l'évolution de la norme ISO 14001 2026. Merci Moës pour ce petit rappel des activités de GPA Service. Finalement, on va illustrer ce propos d'être vraiment dans le maître mot de la vulgarisation des nouvelles normes ou des nouvelles réglementations à travers ce webinaire, et puis les propositions d'accompagnement qu'on est aujourd'hui à même de faire pour vous aider dans cette transition d'une norme à l'autre. Nouvelle ISO 14001 qui sera prochainement publiée. Elle n'est pas encore publiée, elle est attendue d'ici la fin du mois. Donc, le but de ce webinaire, c'est de mettre en lumière les principaux changements et puis l'organisation quant à la migration de vos systèmes de management de l'environnement. Combien de temps vous avez pour vous y préparer, caractériser un petit peu ces changements et cette philosophie globale de cette nouvelle version. Oui, donc une nouvelle version de l'ISO 14001, donc cette norme sur le système de management environnemental. Par quoi elle a été motivée? Une motivation première qui est, je dirais, l'actualisation de la mise en forme de l'ISO 14001 par rapport à un certain nombre d'amendements qui ont été sortis ces 2 dernières années, qui remet au centre de la problématique environnementale la préoccupation quant au changement climatique. Vous le saviez certainement, la version 2015 de la norme avait été amendée par un amendement qui s'appelait l'amendement A1, qui faisait la part belle pour la 14001 et la 9001 à cette notion de changement climatique, et qui le signifiait comme finalement un enjeu principal pour les CME des entreprises, quelle que soit leur taille ou quelle que soit leur activité. Donc, la première visée de cette nouvelle version, c'est d'intégrer cet amendement qui était parallèle à la norme au corps de la norme. Et puis, on a profité de cette mise à jour avec l'amendement pour pousser quelques clarifications, finalement, parce que cette nouvelle version, ce n'est pas des changements transcendantaux comme on a pu le connaître avec la version 2015. Néanmoins, on a des éclaircissements, des approfondissements qui vont être nécessaires à prendre en compte pour faire évoluer vos systèmes de management en compliance avec cette perspective de 2026. Donc, l'idée, c'est bien de transversaliser l'action environnementale. C'était déjà le cœur de la machine dans la version 2015, où on a commencé à parler d'approche processus pour le management environnemental. Cette version 2026, on va vite s'en rendre compte, elle sacralise, si je puis dire, la transversalisation du management environnemental sur tous les processus de votre organisation. Et c'est bien ça, je dirais, le point majeur de cette évolution, c'est de faire que la 14001, ça ne doit plus en aucun cas être juste l'affaire de monsieur ou madame environnement sur vos sites, mais que c'est bien une notion transversale, comme tout système de management, et surtout à l'instar de la qualité. Cette évolution de la version 2026 de la 14001, c'est bien encore une fois une volonté de ramener l'environnement et le management environnemental dans le même niveau de considération dans vos organisations que le management de la qualité. Donc, beaucoup d'évolutions vont encore une fois faire tendre la 14001 un peu plus vers la 9001 et favoriser l'intégration aux dynamiques globales de l'entreprise quant au système de l'organisation. On parle vraiment de système de management. Donc la 14001 ne doit plus être juste un moyen d'aller vers la conformité, mais vraiment une logique d'anticipation. On a un système de management basé sur l'analyse des risques et opportunités. Donc vraiment, ce qui est souligné dans cette version 26, finalement, c'est cette notion de prévenir et d'anticiper, vraiment cette notion de réactivité, de flexibilité autour des préoccupations environnementales de vos organisations. Alors, comment ça va se traduire plus directement aujourd'hui? Alors, le calendrier de la révision, début de la prise de conscience de besoin de rafraîchir ce texte en 2023, et puis on a mis à peu près 3 ans
à sortir ce texte. Publication prévue normalement fin du mois au plus tard, hein, de la version finale. Aujourd'hui, cette présentation et nos modules de formation et d'accompagnement sont basés sur le F10, hein, qui a fait l'objet d'une enquête publique qui voilà, représente, on va dire, 99,9% du contenu de la version finale. Mais donc la version finale sera publiée en avril 2026 dans son texte officiel, pouvant permettre l'ouverture des certifications selon la version 2026 post-publication. Comme toute migration de normes de système de management, cette migration sera organisée sur un cycle de 3 ans. Vous êtes certifié sur un cycle de 3 ans. Donc, on vous donne une période de 3 ans où on va avoir une cohabitation entre la version 2015 et la version 2026 pour pouvoir organiser la migration comme vous le souhaitez sur ces 3 ans, pour pouvoir vous permettre notamment de caler cette migration sur un cycle de renouvellement plutôt que d'alourdir un audit de suivi, par exemple, pour organiser cette migration. Donc, on aura jusqu'à avril 2029 pour migrer vers la nouvelle version, sachant qu'on va avoir une cohabitation, hein, finalement pendant 2 ans, de la version 2015 et la version 2026. Il est toujours possible, post-publication, de faire une certification 2015 si vous ne voyez pas l'intérêt d'alourdir votre système potentiellement en intégrant la 26, ou vous pouvez choisir d'aller porter directement la certification 26 dans cette dynamique-là. Donc, c'est le mécanisme de migration, hein, classiquement connu depuis des années sur les systèmes de management environnementaux ou qualité ou sécurité, toutes les normes ISO de système de management. Alors, la philosophie, hein, de ces migrations, de cette migration, de cette évolution, euh, une logique qui est de l'adaptation du texte, pas de bouleversements fondamentaux. Les bouleversements, c'était vraiment 2015, hein. On était passé d'une dynamique très site, hein. Finalement, ma 14001 version 2004, c'était mon site est une boîte noire, je fais un bilan entrée-sortie de mes consommations, de mes pollutions, je définis mes priorités, mais je regarde, entre guillemets, autour de mes chaussures. La version 2015, elle a dit, bah non, on va regarder cette perspective d'incidence sur l'environnement, positive ou négative, dans une perspective du cycle de vie des produits que je mets sur le marché. Et ben dans cette dynamique-là, la version 2026 va vraiment venir sacraliser ce côté prise de conscience que les impacts environnementaux de vos organisations ne se cantonnent pas au mur de l'usine. Donc on a adapté le texte, on a clarifié le texte pour qu'il y ait réellement cette prise de conscience, de transversalisation de la notion d'environnement, de gestion de vos impacts environnementaux dits significatifs tout au long du cycle de vie du produit, donc transversalisé sur les différents processus de vos métiers. Donc, on parle de clarification, d'aide à la compréhension, notamment avec le développement de l'annexe en fin de norme, qui est l'annexe A, qui réexplicite et qui vulgarise un peu plus les exigences, mais pas de changements fondamentaux. On ne met pas vos systèmes 14001 cul par-dessus tête, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. C'est pas le gros bouleversement de 2015. Par contre, ça va être quand même un certain nombre d'exigences qui vont être approfondies, clarifiées, pour permettre aussi aux auditeurs tierces parties de venir davantage vous challenger sur ces concepts de prise en compte du cycle de vie et sur ce concept de système de management, c'est-à-dire des processus pour atteindre les objectifs environnementaux que vous êtes mis. Donc, l'ISO 14001 va venir toquer à la porte des différents processus métiers pour voir comment ils sont embarqués dans la dynamique globale, dans cette perspective cycle de vie. Hop, oui, je sais pas sauté de slide, non, c'est bon. Donc voilà, un petit commentaire sur les principales évolutions de ces textes, ces réécritures. Encore une fois, pas de changement massif, mais des clarifications qui font qu'aujourd'hui, vous ne pourrez pas passer à côté de ce qui était peut-être pas suffisamment explicité dans la version précédente. Mais on va vous attendre au coin du bois sur un certain nombre de notions, notamment bah voilà, le chapitre autour du contexte global de l'entreprise, le chapitre 4, bah, va faire la part belle à cette notion de changement climatique. On l'avançait dans l'amendement A1, maintenant c'est dans le texte, in situ, on nous fait bien prendre conscience que oui, en termes d'enjeux internes, externes, bah, il y a ces fameux changements climatiques. Et finalement, quel type d'enjeu
revêt pour votre entreprise quand on parle de changement climatique? C'est à la fois l'analyse, je dirais, dans une dynamique de double matérialité de l'incidence du changement climatique sur vos activités, comment vous pouvez anticiper et prévoir, mais c'est aussi l'incidence de vos activités et votre peut-être co-contribution au changement climatique. Donc c'est vraiment ce positionnement-là aujourd'hui où, on le sait tous, hein, cette notion d'émissions de gaz à effet de serre, de gestion de ces émissions de gaz à effet de serre, on nous en rebat les oreilles depuis un certain nombre d'années, c'est bien sûr un aspect environnemental. À vous de définir si c'est un aspect environnemental significatif dans votre SME, dans une perspective cycle de vie. Donc, on ne vous dit pas forcément d'avoir des actions autour du changement climatique. Si vous arrivez à démontrer que le changement climatique n'a pas forcément d'incidence sur vos activités ou inversement, vous n'avez pas une grosse incidence sur les changements climatiques, ça pourrait très bien être signifié comme non significatif. Par contre, on vous enjoint à bien le passer en revue pour savoir si c'est significatif cet enjeu autour du changement climatique. Donc, une incise qui est faite au niveau des enjeux internes et externes pour identifier ces notions de changement climatique et puis des obligations de reverser ça dans votre politique globale environnementale à travers la politique, vos risques et opportunités, et votre recherche d'aspects environnementaux significatifs, puis bien sûr le déroulement de vos plans d'action environnementaux doivent prendre en compte le changement climatique si de votre analyse globale cela ressort comme un changement significatif, un impact significatif. Et puis bien sûr, à l'instar de ça, vis-à-vis de la recherche des besoins et des attentes des parties intéressées, est-ce que le sujet carbone, est-ce que le sujet changement climatique est une préoccupation de vos parties intéressées pertinentes? Le législateur, peut-être vous oblige-t-il aujourd'hui à réaliser des bilans carbone réglementaires. Votre client, qui est peut-être dans une dynamique aujourd'hui de vous challenger sur l'impact des carbones produits, l'impact carbone produit des produits que vous vous préparez à lui vendre. Donc, dès la phase projet, va peut-être vous demander de gratter un peu plus ce côté analyse cycle de vie. Donc, c'est comment on intègre ça dans la réflexion stratégique, hein, finalement, de la construction du SME. Démontrez-moi bien que c'est une préoccupation aujourd'hui. Typiquement, ce qu'on peut croiser avec Moës sur le terrain, c'est qu'on a des entreprises qui, depuis 4 à 5 ans, font des bilans carbone, mais le côté changement climatique ne transparaît pas dans leur analyse environnementale ou dans leur stratégie globale. Pourquoi a-t-on fait ce bilan carbone? Juste pour se faire plaisir ou est-ce qu'on avait des pressions et des motivations à le réaliser? Ce qu'on nous demande aujourd'hui dans la 14001, c'est d'apporter de la cohérence à tout ça. Si vous êtes parti vers un bilan carbone, vous aviez peut-être des pressions et des motivations réglementaires, business, pour passer cette logique-là. Donc, dans l'analyse de mes enjeux, ce côté carbone, évaluation carbone, doit être une de mes priorités. Si c'est une priorité, ça doit se retrouver dans mes aspects environnementaux significatifs de mon système et ça doit être l'un des drivers de mon SME. Donc, c'est ces clarifications-là qui ont été apportées. Voilà, la philosophie globale, on l'avait déjà. Maintenant, on vous fait clignoter en rouge le côté GES, changement climatique. Deuxième modification du texte, renforcement finalement autour de l'engagement de la direction, hein, le chapitre 5, ce chapitre leadership, qui était déjà extrêmement détaillé dans la version 2015 de la 9001 et de la 14001. Hein, souvenez-vous, c'est ce fameux 5.1 avec 6-8 points où on nous dit que la direction doit mobiliser, engager, s'assurer que les gens les pilotes de processus et tout opérationnel prend sa part du job en termes d'environnement, on a reformulé un peu plus ce rédactionnel pour souligner, et je dirais même surligner pour les auditeurs, pour dire il faut aller challenger les directions des organisations pour qu'ils soient dans la démonstration que le SME, ses objectifs, cette politique environnementale est l'un des drivers stratégiques de l'entreprise. Démontrez-nous que le chef d'orchestre de la stratégie en termes d'environnement, c'est bien la direction. Halte à la délégation et aller passer juste une 14001 avec un responsable environnement, c'était de plus en plus difficile. Là, on va couper court directement à la discussion en audit. On va vraiment challenger la direction sur la mise à disposition des ressources nécessaires en temps humaine, technique, financière, et puis de voir comment, dans le management au quotidien, on va bien intégrer cette notion d'environnement à travers la recherche aussi de motivation du personnel et de prise de conscience des enjeux environnementaux du personnel dans l'organisation.
Donc, c'était déjà très étoffé dans la version 2015. Là, aujourd'hui, les directives qu'on a auprès des auditeurs, c'est vraiment aller chercher la direction sur leur prise de conscience des enjeux environnementaux, parce que, in fine, vis-à-vis des parties intéressées pertinentes, le responsable, c'est pas le responsable environnement. C'est bien la direction qui aura cette responsabilité de l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, la direction doit être un peu plus qu'au parfum, si je puis dire, du SME, mais doit en faire un propre outil dans sa stratégie et mener ces éléments-là. C'est bien quelque chose qui part d'en haut, comme tout système de management. Là, on burine bien le sujet, on met bien en lumière le sujet que oui, c'est un sujet essentiel et que si on appelle aussi dans le chapitre 9 la fameuse revue de direction, c'est que la direction a son mot à dire sur l'orientation du système, sur l'atteinte des résultats, et c'est la direction qui répondra de l'atteinte des résultats et de la performance du SME. Donc bien couper court aux élans de délégation qu'on peut connaître dans les SME. Évolution suivante au niveau du chapitre autour de la planification, hein, ce chapitre qui mettait bien en lumière la structuration de l'analyse des risques et opportunités d'un point de vue stratégique, hein, ce qui revêt du chapitre 4 que j'ai commencé à évoquer, puis d'un point de vue plus opérationnel, ce qu'on appellerait l'analyse environnementale. Ce chapitre a été refondu, on a même une nouvelle exigence qui a été poussée. Le but, encore une fois, c'est de la clarification, bien définir cette notion d'analyse des risques et opportunités. C'est bien fait dans une logique de planification. Donc le 6.1 qui nous parle de recherche de risques et d'opportunités, bah, c'est bien la structuration de mon analyse environnementale tout au long des processus de mon organisation qui co-contribuent à la mise sur le marché d'un produit. Vous me voyez venir là avec ma perspective cycle de vie, bah, c'est bien ça qui est remis en avant. On est responsable de ces incidences sur l'environnement pour tout produit qu'on met sur le marché dans une perspective cycle de vie. Donc, les impacts environnementaux significatifs, ça ne peut pas être juste à la production, au pied de la presse à injecter ou dans mon parc déchets. Ça en fait partie. Ça va certainement être les endroits où vous aurez le plus d'action, parce que la prod, bah, c'est là où vous avez la main sur le robinet, hein, finalement. Vous avez le plus gros degré de maîtrise sur ces éléments-là. Mais on nous martèle bien dans cette reformulation, cette réécriture du chapitre 6, qu'on doit être dans une perspective cycle de vie et qu'on doit s'intéresser à tout aspect environnemental sur lesquels on a l'autorité, la maîtrise, voire l'influence. Mais si vous pouvez avoir une influence, une incidence sur une préoccupation environnementale que vous faites vôtre, eh ben vous n'avez pas à vous en priver. Donc, identifier quel processus a la main pour agir sur cet aspect environnemental que vous aurez décrété comme significatif dans une perspective cycle de vie et rentrer ces processus dans votre analyse environnementale pour déboucher, in fine, sur le chapitre 8, à de la maîtrise opérationnelle dans chacun de vos processus métiers. La maîtrise opérationnelle, c'est pas juste la gestion des déchets, la gestion des déversements, la gestion de mes fuites de granulés, mais c'est aussi la gestion des fournisseurs à risque si j'entrevois dans mon analyse environnementale que j'ai des fournisseurs à risque en termes d'environnement. Et de là, bah, on s'attend à avoir de la maîtrise opérationnelle au niveau des achats de mes matières premières, peut-être de mes produits chimiques ou autres, comment je verrouille davantage ces éléments-là. Alors, d'aucuns d'entre vous me diraient, c'est pas forcément une nouveauté, Amaury, notamment Moez et toi, tu nous challenge depuis un petit moment sur ces sujets d'externalisation. Néanmoins, ça reste quelque chose qui est renforcé dans le texte pour pousser davantage vos auditeurs tierces parties à aller gratter sur le sujet. La 14001 va venir taper à la porte d'un certain nombre de processus autres que le management global de l'environnement. À travers ça, on nous incite à vraiment clarifier nos objectifs environnementaux, hein, halte à ce qui n'est pas mesurable, à ce qui n'est pas objectivable. On doit être vraiment dans une notion opérationnelle. On est bien dans du management de processus. Donc, je dois avoir une logique de conduite en tableau de bord, finalement, de ma performance environnementale. Donc, on renforce
cette logique-là autour des objectifs environnementaux et de leur qualification et de leur caractère mesurable. Après, tout n'est pas forcément mesurable au poil de grenouille près, on est bien d'accord, mais on doit avoir une cohérence dans le pilotage de ces éléments. Dernier point des évolutions de ce chapitre 6, c'est une nouvelle exigence qui est en fait, on a repris des choses qui sont institutionnelles dans le management de la qualité. Si je reprends l'ISO 9001, le 6.3 de l'ISO 9001 existait déjà, c'est ce qu'on appelait le bon vieux management du changement. Donc on a introduit dans ce rédactionnel-là, quitte à nous dire, vous faites du risque et des opportunités, vous avez une planification qui va forcément engendrer des changements dans vos processus, des changements peut-être de procédure, des changements au niveau de la maîtrise opérationnelle. Et ce qu'on nous rappelle, dans le bon sens de système de management, que tout changement doit être maîtrisé. Donc, avant de mettre en œuvre un changement, on anticipe, on réagit en mode projet pour analyser les conséquences et les besoins à la mise en œuvre de ce changement, et on structure notre démarche du management du changement. Donc, c'était finalement, on parlait de système de management, ça semblait clair pour certains d'entre vous. Maintenant, c'est mis noir sur blanc que on a la même exigence en qualité qu'en environnement quand on parle de management du changement. Et notamment le management peut-être du changement notable quand on est une entreprise ICPE. J'ai passé un seuil, analyse critique de ce dépassement de seuil, conséquences de ce dépassement de seuil, comment je dois réagir dans mes communications avec les autorités, comment je dois gérer mes stocks en interne pour passer ce prochain changement de la déclaration à l'enregistrement, par exemple. Comment je réagis en mode projet dans la gestion de ces éléments. Ensuite, quelques modifications, alors là vraiment relativement mineures sur le chapitre 7, la partie support, avec quelques éléments nouveaux en termes de communication. On va nous pousser à davantage structurer la com interne, alors ça c'était déjà voulu, et puis les réflexions autour de la communication externe. Bien sûr, on a la communication externe que je qualifierais d'obligée, la réponse aux législateurs, aux inspecteurs et autres. Et puis, on va voir que la 14001 va nous pousser déjà un peu plus au management de la communication externe, ne serait-ce que notre politique, ou mettre au parfum nos fameuses parties intéressées pertinentes, qu'on les identifie comme des parties intéressées pertinentes. On va avoir un peu plus d'obligations d'échange avec les PIP, donc plus de formalisation sur ces mécanismes de communication et de revue de nos enjeux. Voilà ce qui se trame autour du chapitre 7 sur la partie com. Et sur la partie documentation, rationalisation des systèmes documentaires. On fait de plus en plus la part belle à la numérisation. Numérisation, on le sait tous, ça apporte parfois quand même beaucoup de doublons d'informations, des copies qui sont faites en local. Donc c'est bien de numériser pour faire moins de papier. Maintenant, il faut toujours qu'on ait la bonne version du document, mobilisable en temps et en heure pour prouver la performance du système. La base de la documentation d'un système de management, c'est bien prouver que tout tourne comme prévu. Donc, halte à la documentation inutile, faites pas des procédures pour des procédures et faire plaisir à un auditeur, ça c'est toujours le même leitmotiv. Par contre, si une documentation est active, elle est mobilisable et tout le monde a bien la même version, et puis on a traqué la copie locale de tel formulaire et autres pour avoir une bonne rationalisation de l'outil de gestion documentaire. Donc, on peut avoir beaucoup de simplification avec la numérisation, on peut avoir beaucoup de biais qualité ou environnementaux qui sont un peu bêtes et qui vont contrarier finalement la maîtrise opérationnelle. Donc, petit rappel de principe avec une casquette auditeur un peu pointilleux sur la documentation. On ne veut pas des procédures partout, mais on veut que ce soit clairement explicable ce que vous faites, autant en interne qu'à l'externe, et puis démontrer, quand on parle de performance, on parle de résultats mesurables, donc vous devez pouvoir nous présenter quelque chose qui a été mesuré et qui est géré dans le temps. C'est ça, cette gestion de l'information documentée. On bascule du coup sur la dynamique maîtrise opérationnelle en fonctionnement normal, ça c'est le chapitre 8.1, c'est le déploiement de la juste maîtrise opérationnelle vis-à-vis de mes aspects environnementaux significatifs dans une perspective cycle de vie. Donc on voit bien sur ce petit schéma que normalement une 14001, ce n'est pas que l'usine de production, mais qu'en fonction de mes
ce qu'on qualifierait de notre sphère d'influence environnementale, on peut embarquer d'autres métiers, d'autres processus à développer de la maîtrise opérationnelle en fonctionnement normal. Ça, c'est la partie chapitre 8.1. Et notamment, dans ce chapitre 8.1, on a revu les notions de fonctions externalisées. On nous parle plus de produits et services achetés à des parties externes, où là, on nous sacralise bien que finalement, dès les projets, dès les achats, on peut avoir une incidence, une influence ou peut-être même une maîtrise sur des acteurs qui ont une incidence environnementale. Donc la maîtrise opérationnelle sort des murs de l'usine. Je vous le rabâchais déjà depuis un certain nombre d'années avec la version 2015. Et ben, ça va être encore renforcé là-dessus et on va venir vous challenger de plus en plus. Aujourd'hui, ça va être difficile de ne pas présenter une analyse des risques fournisseurs d'un point de vue environnemental. Vous n'allez pas mettre au même niveau, on est bien d'accord, le fournisseur de papeterie, le fournisseur de matière et le fournisseur de produits chimiques. Expliquez-moi pourquoi vous allez plus marquer à la culotte tel fournisseur par rapport à un autre et quels sont vos degrés d'exigence. Déployez-moi réellement de la maîtrise opérationnelle basée sur la connaissance de vos métiers. Situation d'urgence, quelques modifications pour vraiment insister sur le fait que l'on doit tester, prouver notre capacité de réaction et notre capacité d'anticipation. Donc la philosophie reste bien la même. Par contre, on va être beaucoup plus vigilant à savoir si vos beaux plans d'urgence sur le papier sont réellement mobilisables. Donc notamment beaucoup de sondages terrain, de connaître la réactivité de ces éléments-là. Et puis vous demandez peut-être un peu plus que les sacro-saints tests d'évacuation réglementaire, mais si j'ai des tests de déversement, comment je simule la réalité d'un déversement, ma capacité opérationnelle à réagir. On va venir gratter bien plus que les 2 exercices d'évacuation obligatoires annuels et les exercices d'intervention sur des feux potentiels. Donc, on va vraiment venir vous challenger là-dessus. Et puis, rappelez-vous que dans une dynamique d'intégration, si j'entends parler de situation d'urgence dans la 14001, je vais me poser aussi la notion de qualification de la situation d'urgence dans le 6.1.3 de l'IATF, si je ne me trompe pas, et voir s'il y a de la cohérence entre les scénarios définis, que je ne dise pas blanc d'un côté et noir de l'autre, ou gris très foncé. Donc, que ce soit bien les mêmes modalités d'intervention, les mêmes chaînes de réactivité qu'on va venir sonder. Donc, travailler à la cohérence et à l'intégration de vos systèmes de management sur cette perspective urgence environnementale ou urgence qualité dans une perspective de continuation de l'activité. Il nous arrive encore trop souvent de voir des scénarios bien divergents entre le point de vue IATF et le point de vue environnement. Les modes d'intervention peuvent diverger, parce qu'on ne va pas se préoccuper de la même chose. D'un côté, on préserve le client, de l'autre, on préserve l'environnement. Par contre, les scénarios de base doivent être analogues et je ne dois pas retrouver une scénario à caractère environnemental côté qualité qui n'aurait pas été identifié et testé côté environnement. Donc là, c'est un gros sujet d'intégration de vos systèmes de management, cette cohérence entre les différents éléments. Donc voilà, la maîtrise opérationnelle tout au long de la chaîne de valeur et dans tous les métiers. Encore une fois, je vais vous le dire, le répéter pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous ou ceux qui souhaiteraient à l'avenir travailler avec nous. La maîtrise opérationnelle sort des murs de l'usine. S'il y a bien quelque chose à retenir de cette perspective de cycle de vie, je prends le cycle de vie de mon produit, donc je m'intéresse à l'amont et à l'aval de ma prod. Si j'entrevois des aspects environnementaux qui peuvent être définis comme significatifs, je ne dois pas me priver d'avoir de la maîtrise opérationnelle sur le sujet. Donc développer dans mes autres processus métiers que la production de la maîtrise opérationnelle. Dernières évolutions rapides sur le chapitre 9, donc surveillance et mesurage, la performance et la transparence telle que c'est martelé aujourd'hui. On nous dit que tout audit d'un SME, que ce soit très opérationnel terrain ou que ce soit plus système, doit avoir un objectif mesurable.
Si on n'a pas d'objectif dans notre programme d'audit, comment comprendre cette logique de planification, de morcellement des activités et autres? On doit quand même avoir un but. Est-ce que c'est de la cohérence systémique? Est-ce que c'est de l'audit très maîtrise opérationnelle? Il faut que ce soit clairement défini. Halte juste à la petite balade environnementale qui fait deux, trois conclusions, mais on a du mal à matérialiser, formaliser dans un compte rendu pour mettre à jour nos analyses des risques et opportunités. C'est ça, hein, intrinsèquement, l'audit interne, elle doit servir à ça. Donc, si vous définissez pas d'objectifs mesurables, comment réexploiter les résultats, comment agréger le rétex sur ces éléments, c'est ce qui peut poser question. Et c'est ce qu'on a cherché à clarifier dans ces notions d'objectifs mesurables et de transparence à mettre en œuvre. La partie revue de direction, pas de grands changements sur le contenu de la revue de direction. Par contre, le découpage du chapitre se fait à l'instar de celui de l'ISO 9001. On va bien nous mettre d'un côté les notions de données d'entrée et le timing pour les réunir, pour lancer ma revue de direction, le besoin de statuer sur la conformité et les attendus de ces éléments d'entrée pour sortir des éléments de sortie et notamment des éléments qui vont rentrer dans votre programmation environnementale pour faire évoluer vos plans environnementaux vis-à-vis de vos processus métiers. Donc, on va avoir une structuration de la revue de direction qui va se faire de plus en plus processus par processus, à l'instar de la qualité, mais ça reboucle bien ce que je vous disais en introduction. On veut vraiment que la 14001 aille chercher tous les processus métiers pour les questionner sur leur incidence environnementale dans votre organisation. Donc, voilà, c'est une réorganisation finalement de ces éléments-là pour qu'il y ait bien une prise de conscience que chaque processus doit prendre sa part du job environnement finalement. Donc, conséquences pratiques pour les entreprises, on va vous pousser vraiment à ce que l'environnement soit une brique de chacun des métiers dans votre organisation. Encore une fois, monsieur ou madame environnement qui va passer la 14001, ça devrait plus bien se passer. À l'avenir, on va vraiment chercher à ce que chaque processus gère sa conformité environnementale s'il a de la conformité environnementale à gérer et que tout le monde soit dans la détection des risques et opportunités pour que mon système soit le plus transversal possible. Donc, dans cette logique de migration sur 3 ans, il va vous falloir se dire, est-ce que j'ai bien embarqué tous mes processus métiers, oui ou non? Et puis à chaque processus, se poser la question de comment je fais l'analyse environnementale de ces métiers que j'avais mis de côté pendant des années. Donc, il va falloir faire finalement, cette perspective cycle de vie renforcé va vous pousser à faire un diag de l'application de la 14001. Nous, de ce qu'on en connaît, des certain nombre d'entreprises qu'on passe voir à l'année, oui, la partie prod, très bien gérée. La partie planif global système, très bien gérée. Et puis, quand on commence à aborder la conception, les achats dans une perspective cycle de vie, parfois de grands moments de solitude, ou la gestion des entreprises extérieures, c'est plus ou moins bien géré. Donc, on va voir que l'impact de cette nouvelle version, c'est vraiment de la transversalisation, et je dirais remettre au parfum bon nombre de processus au fait que l'environnement, comme le disait l'AFNOR il y a encore 30 ans, c'est l'affaire de tous, au même titre que la qualité, ce doit être l'affaire de tous dans une logique d'intégration globale, hein. On doit penser aujourd'hui système RSE, QHSE, mais finalement, tout métier a sa brique qualité sous le coude, sa brique environnement. On pourrait vous parler de la brique santé, sécurité au travail ou de la brique énergie, mais ça ne peut plus être l'affaire que d'une seule personne qui aurait 4 paires de bras pour gérer le système. On est vraiment aujourd'hui sur des architectures de normes qui nous poussent à sonder chacun de nos métiers dans cette dynamique globale. Donc, en quelques mots, rien de bouleversant dans ces évolutions-là. On pousse et on tire sur le fil de la version 2015, mais aujourd'hui, attendez-vous à ce que les auditeurs soient moins coulants sur cette partie cycle de vie que, je pense pas dire de bêtises, on a eu quand même du mal à défendre depuis la mise en œuvre de la 2015. Vous faites challenger d'année en année sur le sujet. Là, on a remis 10 balles dans la machine pour venir vraiment vous asticoter sur votre connaissance du cycle de vie de vos produits et des incidences de la mise sur le marché de vos produits dans un contexte environnemental.
Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Moi, j'ai pas suivi le chat. Je ne sais pas s'il y a eu des questions posées, mais on peut ouvrir une petite session de questions si vous voulez. On vous donne la main, on vous donne la parole en fonction de l'utilisation de la fonction end-up si vous le souhaitez. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, poser des questions pratico-pratiques par rapport à vos activités, vos fonctions, des interrogations. C'est l'occasion. Bonjour. 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 Oui, donc Aurélie Soukas. J'aurais une question. On est d'accord qu'avec les évolutions de ce standard, on doit être formé à ce nouveau référentiel. En cas d'audit, l'auditeur peut nous le demander si on a été formé aux nouvelles exigences. Voilà, vous devez de monter en connaissance et en compétence sur le contenu de la nouvelle norme. Donc, D'accord. à minima, si vous prétendez la certification version 2026, il faudra déjà avoir la base de la norme. Et puis démontrer que la personne qui est en pilotage de la démarche a les connaissances et compétences suffisantes pour transversaliser dans les métiers la notion de la 14001-2026. Donc, formation à l'externe, pas forcément, hein. On peut avoir des gens qui, sur la base de l'acquisition de la norme, sont capables de monter en compétence sur le sujet, ou autrement démonstration. On a suivi des formations externes. Tout est possible, mais il faudra bien démontrer la digestion de ces nouvelles exigences et puis démontrer pour vos auditeurs internes le fait qu'ils ont bien été mis aussi au parfum de ces évolutions pour être pertinents dans leurs audits internes. OK. Et après, j'ai une autre question. Donc, pour un audit externe l'année prochaine. Mhm. L'année prochaine, ça veut dire qu'on doit avoir. Enfin, vous avez expliqué que c'était sur 3 ans. Du coup, moi, je vais être, enfin, nous, on fait partie d'un groupe, donc c'est un peu Mhm. différent. Ouais. On est corporate, donc c'est pas tous les sites qui se font auditer chaque année, mais ça veut dire que l'année prochaine, on se fera auditer sur la 2026. Ça va être défini contractuellement entre vous et votre certificateur. Vous avez une durée D'accord. de 3 ans pour migrer. Donc, si on juge qu'il n'est pas opportun de passer à la version 2026 une fois sa publication, on peut encore avoir l'échantillonnage de 2026 qui soit fait sur la base de la 2015. Donc ça D'accord. va être de la gestion contractuelle. À partir de 2028, on va vous pousser fortement à migrer vers la 2026. D'accord. OK. Donc voilà. Après, c'est dans la gestion dans le temps, en général, on va essayer de positionner l'audit de migration en même temps qu'un audit de renouvellement pour éviter d'alourdir les audits de suivi. Alors après, vous allez me dire, dans le cadre de plans d'échantillonnage, nos audits ont à peu près toujours la même forme, qu'il s'agisse de renouvellement ou de suivi. Mais voilà, ça va être de la définition contractuelle avec votre certificateur. D'accord. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Petite question concernant justement le transfert de l'ISO actuel au suivant. Est-ce que si on reste toujours sur l'ancien système, les auditeurs qui vont venir nous auditer seront forcément formés? Est-ce que ils peuvent éventuellement est-ce qu'il est prévu qu'ils nous accompagnent pour nous dire attention par rapport à cette évolution, faites attention à ci, faites attention à ça, ça va falloir développer. Je pense que c'est peut-être à juger avec chaque auditeur, mais est-ce qu'il y a comment dire, quelque chose qui est prévu par l'ensemble des organismes certificateurs pour accompagner de cette manière? Alors là, il en revêt de la démarche commerciale de chacun Oui. des certificateurs, hein, en ça. Oui, bon nombre d'entre eux vont développer des produits d'accompagnement. Bon nombre d'entre eux sont coutumiers du fait de dire bah, on va passer le prochain audit en version 2015, mais on peut vous faire une prestation de préco à la migration, ça peut exister. Ça, certains le font, d'autres le font pas, parce qu'il y a la frontière entre l'audit de certification et la formation et le conseil est mince, et ils ont quand même des obligations de neutralité dans ces éléments-là. Mais après,
bon nombre de certificateurs ont une branche conseil, formation et une branche audit. Après, la logique est que votre auditeur qui auditerait aujourd'hui une version 2015 puisse vous mettre au parfum dans une dynamique d'amélioration continue, hein. Le but de l'audit tierce partie, c'est aussi de vous challenger dans une perspective d'amélioration continue. Donc, vous pouvez aussi demander des audits version 2015 avec un pré-positionnement 2026 pour évaluer ces éléments-là. Ça se fait. Après, ça va être ça dépend de la démarche commerciale de chacun de vos certificateurs, mais c'est des choses qui sont déjà en pratique. Et puis après, tous les certificateurs ont développé, à l'instar de GPA Service, des formations sur la migration où on va balayer l'entièreté de la norme, ses nouveautés, et puis vous aider à faire des feuilles de route quant à la migration et de voir le temps à passer sur tel ou tel élément. Donc, D'accord, Pas merci. d'autres- d'autres? Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, alors ce que je vais vous présenter avant de conclure avec Amaury ce webinaire dans les temps qu'on avait initialement prévus, je vous propose de regarder rapidement. Est-ce que vous voyez mon écran? On l'a vu et on ne le voit plus. Et là, vous le C'est bon. voyez? Oui. Ouais, on est sur le catalogue Ok. service. Donc voilà, là vous êtes sur le catalogue digital de GPA Service. Donc si vous avez l'occasion d'y passer ou si vous souhaitez y passer pour avoir des informations, vous le verrez ici. Donc là c'est la page d'accueil. Vous avez tous les éléments ici pour essayer de nous contacter en direct, par web, par téléphone. Vous avez ici à parcourir les catégories. Donc, on a toutes les catégories. Donc santé, sécurité, formation collective les prochaines, dont je vous parlerai, qui sont juste en dessous ici. Du e-learning, de la qualité, de l'énergie, de l'environnement. Donc vous avez vraiment un panel de toutes les formations qu'on peut dispenser, que ce soit en présentiel, distanciel, e-learning. Donc vous avez tous les sujets, qualité, hygiène, sécurité, environnement, sur toutes les réglementations actuelles et à jour. Donc n'hésitez pas à y aller. Notre certificat Calliope qui a été renouvelé l'année dernière. Donc n'hésitez pas à vous plonger un peu dans ce catalogue. Il y a tout ce qu'il vous faut au niveau réglementation, conformité. Ça va d'une heure à 2 jours ou un jour, en fonction des disponibilités que vous avez. Donc n'hésitez pas, on vous le fera passer dans le support de présentation qu'on a eu. Et également, vous le retrouverez sur les différents éléments de communication qu'on fait régulièrement sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à vous lier à notre page GPA Service. On a tout le temps des nouveautés, que ce soit sur de la réglementation, de la formation, des informations. Comme ça, vous avez la primauté aussi de tout ce qui peut arriver. Voilà pour ma part. Amaury, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter de ta part? Oui, on pourrait peut-être dire les dates de notre première formation quant à la migration 14001. On a une formation en distanciel qui est prévue avec un programme qui vise à parcourir la norme, vous exposer les gaps entre ces deux normes pour vous aider au sortir de cette formation de 2 modules d'une matinée chacun en distanciel, à pouvoir commencer à dresser l'ébauche de votre feuille de route de migration, hein, pour les 3 ans à venir et vous positionner sur la charge de travail à faire dans ces éléments-là. Donc, prochaine formation. Elle est le 29 et 30 avril. Voilà. Donc, vous retrouverez sur le catalogue l'ensemble du programme, les modalités d'inscription. On va aussi publier prochainement d'autres dates sur l'année 2026 par rapport à ces éléments-là. Donc, ça, c'est nos formations collectives qu'on fait de préférence en distanciel aujourd'hui. On peut être amené à faire du collectif en présentiel si des clients en font la demande. On peut décliner et adapter ces formations à votre système en faisant de l'intra. Donc, on fait de la formation action. Là, on en vient à commenter les nouveautés, mais on vient pour, entre guillemets, rentrer dans votre système et vous faire des propositions
de migration et d'évolution de votre système. Moës comme moi, nous sommes auditeurs de systèmes de management environnement. On ne travaille plus dans la certification parce qu'on a l'éthique de ne pas faire de la certification et de la formation, mais on est très à même aujourd'hui de piloter des audits à blanc ou des diagnostics version 2026 de vos systèmes. Donc, mettez les sujets sur la table et puis nous, on part de nos formations collectives, de nos e-learning, mais aussi à notre capacité d'être particulièrement flexible par rapport à vos activités en ayant une connaissance depuis maintenant 25 ans de l'industrie automobile et du déploiement de ces problématiques réglementaires et normatives dans l'industrie automobile. Je ne sais pas si quelqu'un aurait des questions éventuellement. Non. Nous allons vous diffuser l'enregistrement. Oui, Madame Paré, vous avez une question. Oui, bonjour. Je suppose que dans la même manière, vous proposerez une formation ISO 9001 peut-être en fin d'année, ou alors vous attendrez la prochaine version IATF, je ne sais pas. Donc, oui, on n'en a pas touché deux mots de l'évolution de la 9001, mais elle est dans un processus de révision également. Perspective de publication de la nouvelle 9001 septembre. Donc, à l'instar de ce qu'on fait sur la 14001, on fera aussi des webinaires de présentation de ces nouveautés et puis déclinaison de nos formations habituelles ou capacités d'accompagnement. Donc ça, ça sera fait sur la 9001. Et puis après, l'IATF qui devrait suivre. On est en train d'initier côté IATF le processus de révision. Ça se fera sur 2027 au plus tôt. Et donc là, on sera aussi à même de vous proposer des éléments de formation sur le sujet. Mais on fera spécifiquement des éléments sur la 9001 aussi, des publications du texte. Ok. Merci pour votre question. S'il n'y a pas d'autres commentaires, en tout cas, on vous remercie d'avoir contribué et participé à ce webinaire. On espère avoir répondu ou éclairé un peu votre lanterne par rapport à ces différents points. Si toutefois vous avez vraiment besoin de rentrer un peu plus dans le détail, parce que là, vous avez vu qu'on a fait un condensé, on a une formation vraiment qui est beaucoup plus étoffée, où on va rentrer dans chaque exigence, les aspects de chaque exigence, et on les compare avec ce que vous avez vous en place. Donc c'est quelque chose où c'est vraiment une formation action concrète, vous repartez avec quelque chose à pouvoir mettre dans votre système ou dans votre processus. Donc voilà. Merci à tous. Amaury, des mots de la fin? Voilà, juste on vous diffuse au plus vite le replay. On mettra aussi un petit questionnaire de satisfaction pour savoir si vous avez un intérêt à ce genre de petit webinaire qu'on se met à développer cette année chez GPA Service. Et puis profitez de ce questionnaire aussi pour pouvoir nous pousser des questionnements. Vous aurez aussi l'ensemble des coordonnées, que ce soit de Moës ou de moi-même. Donc n'hésitez pas à nous solliciter en fonction de vos besoins et nous, on se fera force de répondre. Merci à vous et très bon après-midi. Très bon après-midi. Merci à vous aussi. Bon après-midi. Merci, au revoir.